sur le forum. J'ai posté des milliers de messages pour aider les gens gratuitement sur le forum. J'ai écrit plusieurs livres et j'ai créé de nombreux services et outils autour d'Asana en utilisant ce qu'on appelle leur API, c'est-à-dire leur langage de discussion avec leur serveur. Et mes outils ont été utilisés par des milliers de personnes et des milliers d'entreprises, donc j'en suis très fier. Alors, quel est le plan aujourd'hui? À la base, je comptais vous parler de toutes les fonctionnalités d'Asana et en fait faire une liste à l'après-vert, et je me suis dit que ce n'était pas forcément très intéressant. Donc, j'ai changé mon fusil d'épaule. Je vais plutôt vous présenter les types de projets qu'on peut gérer avec Asana et vous découper un peu l'anatomie d'un projet et l'anatomie d'une tâche à l'intérieur d'Asana. On parlera également du déploiement, comment est-ce qu'on déploie Asana dans une organisation et quelle est la recette du succès pour que cette implémentation se passe bien. Alors, pour commencer, Asana, qu'est-ce que c'est? Alors là, je ne me suis pas foulé, j'ai pris la homepage d'Asana. Avec la crise actuelle, ils mettent beaucoup en avant le télétravail. On va voir qu'en fait, Asana est également très bien pour les entreprises qui ne sont pas en télétravail, donc ce n'est pas du tout obligatoire. Mais en tout cas, ça vous permet de vous coordonner entre équipes, de collaborer, de discuter, d'assigner des tâches, de découper des objectifs en étapes, de faire de la gestion de projet au sens large. Donc, Asana, c'est un outil qu'on appelle SaaS. SaaS, ça veut dire Software as a Service. Donc, en fait, c'est un site web sur lequel vous vous inscrivez, comme Google Drive, par exemple, pour gérer vos projets. Ce n'est pas un logiciel qu'on installe, c'est un outil SaaS. C'est une solution de gestion de projet et de reporting. Donc, le reporting, il n'y en a pas forcément beaucoup, mais en tout cas, c'est quand même un petit peu présent. Donc, en fait, on va avoir des listes de tâches avec un S, excusez-moi, des discussions, des diagrammes de Gantt, donc un peu tous les outils habituels des solutions de gestion de projet. C'est un outil qui est très bien pour gérer tout seul. Moi, je suis tout seul, je gère plusieurs business tout seul dans Asana. C'est également très bien pour les petites équipes et c'est également bien pour les grandes équipes. Et ça peut être un petit peu tout à la fois, c'est-à-dire dans une entreprise ou dans une organisation, si vous êtes beaucoup, vous pouvez l'utiliser pour collaborer. Mais en fait, à titre personnel au sein de l'entreprise ou de l'organisation, vous pouvez l'utiliser tout seul pour gérer vos propres projets. Et comme je le disais, c'est un outil qui fonctionne très bien en colocation dans le même bâtiment, mais aussi très bien à distance avec plusieurs langues, plusieurs fuseaux horaires. Alors, pourquoi utiliser un outil comme Asana? Il y a des équivalents ou des logiciels qui sont un peu proches, par exemple Basecamp, il y a Wrike, Smartsheets, Trello fait un petit peu ça aussi, donc il y a plusieurs outils. Pour moi, Asana, il a 4 principaux avantages. Le premier, c'est la clarté. C'est vraiment ce qu'ils mettent en avant. Tout le monde sait qui doit faire quoi dans un projet. Les personnes qui sont assignées, c'est clair. Ce qu'elles doivent faire, c'est clair. Et pour quand elles doivent le faire, c'est également clair. Donc, il y a une clarté en fait, des objectifs et des étapes pour atteindre ces objectifs. Il y a également une certaine efficacité, puisqu'en fait, la production de contenu se fait au même endroit que l'endroit où on va faire le reporting. Il n'y a pas plusieurs outils, tout est au même endroit. Vous n'avez pas un outil externe de dashboard ou de BI, on va essayer d'en faire un peu dans Asana directement. Il y a une notion de responsabilité qui est importante, c'est qu'en fait, chaque tâche, on va le voir, doit être assignée à une personne et une personne uniquement. Donc en fait, on n'a pas cet effet où on dit à une équipe, vous êtes responsable de ça, et en fait, personne n'est responsable et du coup, les choses n'avancent pas. Dans Asana, on a un responsable sur chaque tâche et c'est quelque chose qui va être très important. Ça va vous forcer à avoir des personnes qui vraiment prennent en main les sujets et sont responsables de leur périmètre à eux. Et il y a une certaine transparence par défaut, puisqu'en fait, quand vous allez créer des projets, des tâches, des équipes, par défaut, les choses vont être ouvertes à tout le monde. Donc, par défaut, Asana va inciter les organisations à ce que le contenu soit ouvert et que les gens puissent se promener. Donc, l'idée, c'est pas du tout de pouvoir encourager le micromanagement. L'idée, c'est que vous puissiez accéder aux informations dont vous avez besoin et faire votre travail efficacement. Alors, quelques exemples de projets qu'on peut gérer avec Asana. On peut gérer les réunions, par exemple, les ordres du jour et les décisions. On peut imaginer qu'une réunion un vendredi, c'est un projet complet avec un ordre du jour qui a été défini à l'avance par les différents participants, qui ont créé un certain nombre de tâches. Et en fait, la réunion va consister à dérouler cette liste de tâches. Chaque tâche peut donner lieu à de nouvelles tâches qu'on va directement assigner à des personnes en réunion. Donc, en fait, on va éviter ce syndrome du « je sors de réunion et je ne sais pas exactement ce qui doit être fait ». Donc ça, c'est un outil qui est bien adapté pour les réunions.
Pour organiser un événement, par exemple, c'est également très bien. On peut avoir une checklist de préparation de l'événement. On peut avoir une liste de tâches à faire pour le jour J. On peut gérer la campagne de communication de l'événement. On peut gérer la liste des intervenants avec un certain nombre d'informations sur ces intervenants. Et la même chose pour les fournisseurs de l'événement. Pour les campagnes de communication à part entière, je le disais, c'est très bien. Je vous montrerai un exemple de projet sur comment est-ce qu'on gère une campagne de communication dans Asana. La création de contenu, la revue de contenu peut également se faire dans Asana. La gestion des partenaires, donc en fait, les noms des partenaires, leur adresse, leurs contacts, les numéros de téléphone, un historique des échanges que vous avez eu avec eux. C'est un outil qui est adapté pour faire ce genre de choses. Et pour ce qui va être la partie un peu plus reporting, c'est également bien pour gérer les objectifs de l'organisation, quelles sont les priorités. On peut regarder les priorités avec différentes granularités. On peut avoir des priorités par semaine, par mois, par année. Donc, c'est également un outil qui est adapté à ce type de reporting. Alors maintenant, je vais vous présenter 3 projets qui, pour moi, sont assez représentatifs. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail des fonctionnalités parce que ce n'est pas le plus important, mais je vais vous montrer quelques exemples de projets. Ça, c'est un projet d'une association qui fait de la réponse à des événements catastrophiques. Et en fait, elle a créé une liste de tâches. Donc, dans Asana, un projet peut être vu de 4 manières. Soit c'est une liste de tâches de haut en bas avec une ligne par tâche, soit c'est un calendrier, comme vous les connaissez, soit c'est un diagramme de Gantt, soit c'est un tableau. Le tableau, si vous connaissez peut-être Trello, c'est en fait des colonnes avec des cartes pour les différentes tâches. Vous verrez, vous voyez en haut, il y a les 4 différentes vues qui sont disponibles. Chaque projet peut être vu de 4 manières différentes. Dans ce cas-là, c'est donc une liste de tâches. Vous avez à gauche une ligne par tâche. Il y a des possibilités de mettre des dépendances entre les tâches. Donc, on voit ici que la 3e tâche, en fait, va être dépendante d'une autre tâche. On a le petit icône qui est juste devant. Donc, vous avez cette possibilité de créer une chaîne de dépendance. Et donc, les personnes qui doivent travailler ne seront notifiées que quand elles pourront travailler effectivement sur leur étape du processus. Donc, si vous avez l'organisation d'un événement qui va inclure de nombreuses personnes, mais qui a beaucoup de dépendances dans les tâches, les gens seront naturellement notifiés à mesure que l'événement approche. Vous avez une colonne assignee qui est la personne qui est responsable de la tâche. Donc, c'est ce que je disais, c'est très important. Chaque personne a un responsable et un responsable uniquement. Et vous avez d'autres colonnes dans cette vue liste. Vous avez la due date, qui est la date à laquelle la tâche doit être réalisée. Et après, vous avez des colonnes qu'on appelle des champs personnalisés que vous pouvez créer vous-même. Le champ personnalisé, ça peut être du texte, ça peut être un nombre, ou ça peut être un menu déroulant avec des options. Par exemple, ici, ils ont créé un champ time frame avec différentes time frames, différentes couleurs, différents textes. Et ça va permettre de catégoriser les tâches, leur mettre des statuts, organiser un peu les tâches différemment et rajouter de l'information sur ces tâches. Et là, on voit un estimatif de temps pour la réalisation de ces tâches-là. Ça, c'est un deuxième exemple de projet dans Asana. C'est une sorte de wiki interne d'entreprise. Donc, cette personne a créé un projet Asana. Elle a créé différentes sections. Les sections, c'est les parties qui sont en gras ici. Voilà. Et dans chaque section, vous avez une liste de tâches, chaque tâche étant une ressource interne. On va voir après l'anatomie d'une tâche, mais en fait, à l'intérieur de la tâche, vous allez avoir une description, des pièces jointes, un certain nombre d'informations. Donc, vous pouvez stocker en fait tout le savoir de votre organisation dans Asana. Ça peut remplacer votre outil de wiki. Et chaque article qui en fait est une tâche, vous pouvez discuter dans la tâche sous forme de commentaires. On va le voir juste après. Donc là, il n'y a pas vraiment de collaboration dans ce type de projet, c'est vraiment du stockage d'informations brutes. Et donc ça, c'est mon 3e exemple, c'est la gestion d'une campagne de communication. Donc là, c'est mon exemple à moi. Moi, je publie une fois par jour sur les réseaux sociaux. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un projet pour gérer ça. Une ligne par jour et par tâche. Donc chaque ligne m'est assignée. On voit ici que je suis la personne assignée sur la tâche avec la date d'échéance, qui va être la date à laquelle je vais publier mon contenu sur les réseaux sociaux. Un statut pour les contenus. Donc, par exemple, ici, il a été planifié, donc j'ai un statut scheduled. Si mon contenu, il est écrit, mais qu'il n'est pas encore planifié, j'ai un statut qui est ready. Et si c'est un contenu qui est important, dont j'aimerais parler, je vais le mettre dans une section que j'ai appelée next. Ensuite, j'ai décidé de créer un champ personnalisé avec le type de contenu. Est-ce que c'est une citation Asana? Est-ce que c'est un post? Est-ce que c'est une vidéo? Et j'essaye, par exemple, dans mon cas, j'aime bien le lundi mettre une citation Asana
le vendredi, mettre une citation sur le minimalisme. Et mardi, mercredi, jeudi, j'écris des posts. J'essaie de mettre des vidéos également. Et après, sur mes différents canaux de diffusion, donc moi, j'ai LinkedIn, mon site web, ma newsletter, la communauté. Pour chaque canal de diffusion, je vais avoir un statut différent. Donc, je vais pouvoir dire, ce post-là, il a été publié sur LinkedIn. Il faut que je l'ajoute sur mon site. Donc là, c'est le statut to add en rouge, parce qu'il faut que je l'ajoute sur mon site. Dans ma newsletter, ce post-là, je ne pense pas en parler, mais les posts du dessous, effectivement, il faudrait que j'en parle dans ma newsletter. Et en fait, cette vue-là, vous allez pouvoir en extraire certaines informations en utilisant la recherche dans Asana. Donc, vous allez pouvoir en fait vous créer des nouvelles vues. Par exemple, vous allez pouvoir afficher toutes les tâches du projet Content Factory dont le champ newsletter a comme valeur to include. Donc, en fait, vous pouvez vous créer des sortes de sous-projets pour voir tous les contenus que vous n'avez pas encore publiés et que vous devez publier. Vous pouvez également faire ça pour toutes les tâches avec une priorité haute qui doivent être faites dans la semaine à venir. Donc, les possibilités sont vraiment infinies. À partir du moment où vous avez créé ces champs personnalisés-là, vous allez pouvoir vous créer des sortes de sous-projets, des vues un peu filtrées pour accéder plus facilement à l'information. Et si dans votre équipe, vous avez une partie de l'équipe qui en fait s'occupe de LinkedIn, elle va pouvoir se focaliser uniquement sur les tâches qui ont un certain statut LinkedIn, alors qu'une équipe qui va écrire le contenu va se focaliser sur des tâches qui ont un autre statut dans une autre colonne. Donc, c'est ce que je disais, une tâche par jour et par contenu, un responsable unique, une date de publication, un statut et un exemple avec le statut de la publication LinkedIn. Alors maintenant, on va regarder l'anatomie d'une tâche, parce que là, on a vu les projets. Donc, les projets, il y a 4 mises en forme différentes. Il y a la liste, les tableaux, les calendriers et les diagrammes de Gantt. Mais en fait, dans ces 4 mises en page, on parle toujours de tâches. Et donc, une tâche, en fait, qu'est-ce que c'est? Donc, quand on clique sur une tâche, par exemple, si je clique sur une des lignes ici, vous avez le panneau dans Asana, le panneau qui va s'ouvrir à droite avec le détail de la tâche. Alors, une tâche, qu'est-ce que c'est? Une tâche, c'est un bouton de validation, c'est un statut de validation. Est-ce qu'une tâche, elle est faite ou est-ce qu'elle n'est pas faite? De base, Asana ne propose pas de granularité plus fine. Soit quelque chose est fait, soit quelque chose n'est pas fait. Vous avez un titre. C'est très important que le titre soit vraiment descriptif et dise quelle est l'action qui doit être faite. Vous avez un responsable, vous avez une date de début éventuelle, optionnelle, et une date de fin qui est à la date à laquelle vous devez rendre en fait vous devez réaliser cette tâche. Ces 3 parties-là, elles sont très importantes. Pour une tâche donnée, une personne va faire l'action. Cette action est définie dans le titre et elle sait exactement à quelle date elle doit réaliser cette action. Ensuite, en dessous, vous avez les différents champs personnalisés que vous pourrez définir projet par projet qui vont vous permettre d'ajouter des informations en plus sur les tâches. Donc, comme je disais précédemment, ça peut être des champs texte, ça peut être, donc champ texte, ça peut être le nom du partenaire, ça peut être le lieu de l'événement, ça peut être un certain nombre de choses. Vous avez des champs nombres, ça peut être le coût de la facture si la tâche est une facture, ça peut être le nombre de participants à l'événement. Et après, vous avez les champs personnalisés de type qu'ils appellent drop-down dans Asana, des listes d'options, où souvent on y met des statuts. Donc là, par exemple, dans cet exemple-là, la personne ne s'est pas contentée d'utiliser le compléter à faire par défaut d'Asana. Elle a rajouté un niveau de granularité supplémentaire en disant « Je veux pouvoir préciser si la tâche elle est in progress, est-ce qu'elle est bloquée, est-ce qu'elle est in review ?» Vous pouvez rajouter vous-même vos propres statuts. Et également rajouter une priorité. Vous définissez vous-même les niveaux, ça peut être basse, moyenne, haute, très très urgent, etc. Donc ça, c'est les champs personnalisés de la tâche. Dans la description, vous décrivez ce qui doit être fait. En fait, il faut qu'une personne qui reçoit cette tâche quand elle est assignée dessus puisse faire le travail directement. Donc, vous allez décrire ce que vous attendez de cette tâche, quels sont les livrables qui sont attendus dans cette tâche. Ces livrables, en général, sont liés aux pièces jointes qui sont en dessous. Vous pouvez attacher des images, des vidéos, ce que vous voulez. Au-dessus, vous avez une section projet, puisqu'en fait, une tâche peut faire partie de plusieurs projets. Donc, par exemple, pour un événement donné, vous pouvez avoir une liste d'étapes pour mettre en place l'événement. Une des tâches en particulier peut très bien être dans un projet qui va être l'ordre du jour de la réunion du lundi.
Donc, quand vous regardez le projet réunion du lundi, vous allez avoir des tâches qui viennent de différents projets. Mais ces tâches-là existent aussi dans les autres projets. C'est la même tâche qui est placée dans différents projets. Et ce que vous voyez juste à côté, ici, Foundational, c'est la section dans laquelle est placée la tâche pour ce projet en question. En dessous, vous avez l'activité de la tâche. En fait, c'est un historique de ce qui s'est passé sur cette tâche, ce que les gens ont dit, les pièces jointes qui ont été ajoutées, les changements de date, toute activité qui a lieu sur la tâche est loguée ici. Comme ça, vous avez un historique, vous pouvez revenir en arrière et comprendre un peu ce qui s'est passé. Et en bas, vous avez une section pour commenter, c'est-à-dire vraiment discuter, collaborer avec les gens qui sont affichés tout en bas, qui sont les collaborateurs de la tâche. Donc, dès que vous allez commenter dans cette tâche en expliquant, par exemple, quel est le statut de cette tâche, toutes les personnes qui sont listées en dessous vont être notifiées, vont recevoir soit un email, soit une notification suivant le paramétrage qu'ils ont, mais ils vont être notifiés. Ils vont pouvoir venir sur la tâche, vous répondre, reprendre la tâche eux-mêmes s'ils ont envie. Le chef de projet va pouvoir changer la date. Il y a vraiment une collaboration qui doit s'instaurer et les tâches, elles peuvent être passées de personne en personne jusqu'à ce qu'elle soit complète et qu'on considère qu'elle est terminée. Donc, je vous ai montré des exemples de projets, à quoi ressemble une tâche. Tout ça est très générique, c'est pas lié très précisément à une certaine industrie ou à un certain type d'organisation, c'est très générique, donc vous pouvez en faire à peu près ce que vous voulez, c'est très adaptable. Maintenant, comment est-ce qu'on déploie Asana dans une organisation? Alors, les étapes que je suggère moi, il y en a 5. La première, c'est d'identifier un expert interne. Même si vous faites appel à un consultant externe comme moi pour vous aider, il faut qu'il y ait un expert en interne qui soit là au quotidien pour répondre aux questions, pour vérifier que les bonnes pratiques que vous avez définies sont respectées, pour définir vos bonnes pratiques à vous. Donc, il faut vraiment que quelqu'un soit là en interne. Cette personne-là, il faut qu'elle soit formée à toutes les fonctionnalités avancées d'Asana, qu'elle soit formée à savoir nettoyer Asana, à savoir repérer des éventuels problèmes. Ensuite, il faut identifier un premier processus à migrer. Par exemple, l'organisation d'un événement. Si c'est quelque chose que vous faites régulièrement, qui touche une petite équipe dans l'organisation, eh ben, c'est peut-être un premier candidat intéressant à faire une migration dans Asana. Donc, on va se focaliser d'abord sur ce processus-là, le passer dans Asana. On ne va pas passer l'intégralité de votre organisation dans Asana du jour au lendemain. On va faire étape par étape. Le but, ce n'est pas que les gens se braquent et rejettent l'outil. Le but, c'est de prendre un processus sur lequel on va arriver à vraiment montrer de la valeur, vraiment montrer qu'on arrive à gagner du temps et faire gagner du temps à tout le monde et migrer ce processus dans Asana. Donc, on le met en place, on forme les équipes qui sont impliquées par ce processus et donc le périmètre fonctionnel et temporel, on essaie qu'il soit le plus restreint possible. Il faut qu'il y ait un gain qui soit le plus rapide possible. Ensuite, une fois que ce déploiement est considéré comme étant réussi, on va passer à d'autres équipes et à d'autres processus pour aller petit à petit vers une migration complète de tout ce qu'on souhaite migrer dans Asana. Donc, vous pouvez continuer évidemment à avoir des outils externes à Asana et on va chercher dans certains cas à les connecter à Asana. Par exemple, si vos documents sont stockés dans Google Drive, on va chercher à connecter Google Drive et Asana pour que vous puissiez avoir ce lien entre les tâches et éventuellement les documents. Et enfin, une formation continue des personnes, notamment avec des nouvelles fonctionnalités qui vont arriver, puisque Asana sort des fonctionnalités régulièrement, et une amélioration continue du système. Même moi, mes projets, tous les 3 à 6 mois, je revois la forme, parce que soit elles sont plus adaptées, soit j'ai eu des nouvelles idées pour organiser. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est vivant et qui n'est pas figé. Et ça, vous pouvez le faire soit tout seul avec l'expert interne, puisqu'il a pris suffisamment confiance pour le faire tout seul et il suit l'actualité, soit vous vous faites accompagner par quelqu'un pour faire un check tous les mois ou tous les 2 mois pour parler des nouveautés et vous aider dans votre organisation. Alors, la recette du succès. Pour moi, avoir un compte premium, c'est quand même une très bonne idée. Alors, de base, on va parler après du pricing. D'ailleurs, je vais sauter à cette slide-là. Pour les organismes à but non lucratif, Asana propose 50% de réduction sur les abonnements payants si vous êtes éligible. Asana propose cependant une version gratuite pour tout le monde. Elle est limitée dans les fonctionnalités et dans le nombre de personnes avec qui vous pouvez travailler.
c'est entre 10 et 15 personnes par équipe pour travailler sur la partie gratuite. Et la partie gratuite n'aura pas toutes les fonctionnalités que je vous ai montrées, notamment ce que j'ai appelé les champs personnalisés avec ces statuts colorés, ces choses comme ça, ne sont pas dans la version gratuite. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur les champs personnalisés parce que je pense que c'est quelque chose qui est assez puissant. Cette partie-là n'est pas dans la partie gratuite, elle est là à partir de la version premium. Donc, je pense qu'il y a un vrai intérêt à avoir la version premium. Je pense qu'également, il faut une organisation de base qui est solide. Donc, si vous pouvez créer vos premiers projets comme ça, jouer avec, mais à partir du moment où vous allez ramener, onboarder des gens de l'équipe, il faut que la base, elle soit solide. Il faut que vos projets soient de bonne qualité, surtout s'ils sont reproductibles. Si vous organisez plusieurs événements par an, il faut que vous ayez un modèle de projet qui va décrire comment on organise un événement, pour que ce modèle il soit solide, pour que dès que vous le dupliquez, il n'y ait pas une perte de temps et d'énergie. Un champion en interne, c'est très important. Moi, j'ai vu des clients ne pas désigner de champion en interne, prendre un consultant pour former les gens. Et le problème, c'est qu'une partie des gens ensuite part, des nouveaux arrivent. Et j'ai vu des nouveaux arriver et imposer leur best practice à eux parce qu'en fait, personne en interne n'était là pour expliquer pourquoi les choses étaient organisées de cette manière. Donc, avoir un champion en interne, c'est vraiment très, très important. Un ou plusieurs d'ailleurs, suivant la taille. Je pense qu'il faut embrasser la transparence et la responsabilisation d'Asana. Il ne faut pas utiliser l'outil pour micromanager. Si vous êtes un manager, vous pouvez utiliser le statut des projets. C'est une fonctionnalité que je n'ai pas montrée, mais chaque projet a un statut qui peut être mis à jour régulièrement. Les managers peuvent utiliser ce statut pour se tenir au courant de l'avancement. Mais l'idée, ce n'est pas de se mettre comme collaborateur de toutes les tâches, d'écouter toutes les conversations, puisqu'en fait, rapidement, vous allez exploser, puisque de par sa facilité d'utilisation, Asana va avoir tendance à générer plus de tâches que ce à quoi vous étiez habitué. Parce qu'en fait, c'est tellement facile de créer des tâches qu'on va avoir tendance à davantage découper des processus qu'on connaît bien. Donc, ça va générer beaucoup plus de tâches. Et donc, si en tant que manager, vous vous mettez à suivre tout, vous allez complètement exploser en vol. Donc, il faut bien embrasser cette transparence, arriver à responsabiliser les gens. La personne qui est assignée sur une tâche, c'est lui qui est responsable pour que cette tâche soit réalisée à la date qui est donnée. Les dates, elles peuvent changer, les personnes assignées peuvent changer, le périmètre peut changer, mais il y a vraiment cette responsabilisation qui est très importante. Et enfin, se lancer à fond dans Asana si possible, ne pas rester les fesses entre deux chaises trop longtemps entre plusieurs outils, essayer de désactiver les notifications par mail qui sont là par défaut et de passer entièrement sur Asana avec son système de notification et utiliser l'outil au maximum. Donc, en faisant ce déploiement étape par étape, certes, mais ne pas rester entre plusieurs outils et s'envoyer quand même des mails pour certains sujets. Idéalement, il faudrait passer entièrement sur un outil comme Asana pour tout gérer et que les gens ne se posent pas des questions sur où est-ce qu'ils doivent poser telle ou telle question. Eh ben, 30 minutes, Guillaume, c'est ça Super, merci Bastien. De rien. Super présentation. On a déjà des petites demandes dans le chat. J'ai oublié de préciser, je t'ai oublié de te donner le go pour lancer le sondage. Je ne sais pas si tu l'as fait. Je ne l'ai pas fait, mais je vais le lancer. Tu peux lancer le premier. Donc, on aimerait savoir quel outil vous utilisez pour gérer vos projets actuellement. Et en fin de présentation, il y aura un deuxième sondage sur est-ce que Asana vous semble être un outil intéressant ou pas. Ok, super. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par ta présentation et qui veulent savoir si tu pourras la partager le PDF. Oui, bien sûr. Oui, je le partage. Voilà, je me suis permis de renvoyer les gens sur ton site Minimalist Work parce que tu proposes déjà beaucoup de documentation. Tu as des e-books. Est-ce que tu veux nous parler de tes e-books et en quelle langue ils sont? Alors, ils sont en anglais. Il y en a un qui est gratuit qui s'appelle Deviens un super-héros Asana qui est focalisé sur l'utilisation d'Asana à titre personnel. Et j'en ai sorti un autre récemment qui est payant, qui est focalisé sur Asana pour les équipes. Donc, chacun, c'est une trentaine de chapitres sur à chaque fois un focus particulier sur une fonctionnalité et sur les choses à éviter lorsqu'on utilise Asana pour rester efficace.
Ok. Et après, il y a effectivement les vidéos et puis il y a la communauté en ligne qui est donc sur forum.asana.com où vous pouvez poser toutes vos questions. Donc, je vous cache pas que des fois, je prêche pour ma paroisse, mais des fois, avoir un consultant dédié, c'est plus facile. Mais cela dit, si vous avez le temps, vous pouvez poser toutes vos questions sur le forum et généralement, vous aurez toutes les réponses à vos questions gratuitement du coup sur le forum. Ok, merci. Qu'est-ce qu'il se passe si une tâche à la fin n'est pas réalisée? Est-ce que tu peux nous montrer un peu peut-être comment se présentent les tâches pour un individu et comment… Alors, j'avais pas prévu de partager mon écran. C'est vrai que j'ai pas d'espace, mais je peux en parler en partageant quand même. En fait, c'est assez simple. Je vais partager là. Voilà, anatomie d'une tâche. Quand une tâche n'est pas réalisée dans les temps, il se passe en fait rien. La date de réalisation devient rouge. Par défaut, c'est la seule chose qui se passe. Après, en utilisant la recherche d'Asana, vous pouvez construire une vue qui va vous donner toutes les tâches dont la date d'échéance est dépassée, par exemple. Donc, en tant que chef de projet, chef d'équipe, c'est une vue que vous pouvez utiliser au quotidien ou même plusieurs fois par jour pour voir toutes les tâches qui sont dépassées. Après, une personne, chaque utilisateur d'Asana dans l'outil a une vue où il va voir toutes les tâches qui lui sont assignées à lui personnellement. Et s'il trie cette liste de tâches par date d'échéance, il va voir en premier en fait les tâches qui sont dépassées. Il va pouvoir travailler de haut en bas par date d'échéance. C'est ça. Donc, il y a la vue projet, peut-être que tu nous as présenté, enfin, avec différentes formes de vue projet, mais au quotidien, on peut aussi juste regarder une vue personnalisée qui va nous dire qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui, qu'est-ce qui est en retard, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui et qu'est-ce qu'il faut peut-être anticiper pour les jours prochains. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pas on peut, c'est on doit. Le point d'entrée principal d'Asana, c'est votre vue personnelle, les choses qui vous sont assignées à vous. Et après, voilà, après, si vous êtes chef de projet ou chef d'équipe, vous aurez plus tendance, comme le travail ne vous sera pas forcément assigné à vous, vous aurez plus tendance à vous promener dans les différents projets qui sont sous votre aile pour vérifier que les différentes dates sont respectées, que les différentes contraintes de dépendance sont respectées et que le projet va pouvoir arriver à son terme et sortir à la date qui était prévue. Ok, merci. Une question de Floribert qui demande est-ce qu'on peut travailler, est-ce que c'est possible de travailler sur Trello et sur Asana? Alors oui, je vois pas trop l'intérêt. En fait, il y a une blague chez Asana qui est de dire que Trello est une fonctionnalité d'Asana, puisqu'en fait, la vue tableau d'Asana correspond grosso modo à ce que fait Trello, c'est-à-dire une vue en colonne avec des tâches sous forme de cartes que vous pouvez déplacer d'une colonne à l'autre. Vous pouvez décider de travailler avec deux types de gestion de projet si vous voulez. Moi, je trouve que Trello est limité dans ses possibilités et j'aurais tendance à vous inciter à aller vers Asana. Ok. Voilà, je pense que Floribert posait la question parce qu'on avait fait une présentation il y a quelques temps où j'avais présenté aussi Trello, que Bah, j'avais du coup, moi, je connais pas assez bien Trello, tu peux peut-être en parler, toi, tu connais peut-être un peu plus les deux outils. Ah non, bon, si je peux en dire un mot, hein, moi je trouve que Trello, c'est une boîte à outils qui peut être, qui est simple à prendre en main et qui permet de faire, voilà, enfin, boîte à outils, de faire des petits projets. Euh, et je trouve que Asana est beaucoup plus efficace pour gérer des projets plus compliqués et Ouais, pour gérer les dépendances et pour faire plus de la gestion de projet. Ouais, je parce suis qu'on a les d'accord. Gantt, on a tout ça. Et Trello est est plus convivial, plus simple pour voilà. La prise en main me paraît un peu plus simple, un peu plus rapide dans Trello. Oui. Euh, mais peut-être que la question qui est intéressante, c'est d'après toi, T'as toi, perdu. Attends, t'as perdu. Je sais pas si c'est que moi, mais on t'entend plus. allô, allô? Est-ce que les Ouais, autres… ça y est, c'est bon. Ah, ok. Donc, je reprends ma question. Euh, Est-ce que pour toi, ça peut être utile de garder les deux outils ou tu dirais plutôt finalement on peut tout faire avec Asana, donc autant tout passer dans Asana? Je pense qu'on peut tout faire avec Asana et je pense que c'est risqué de garder les deux outils parce que chaque nouvelle personne va devoir être formée sur les deux outils. Vous aurez
une communication difficile entre les deux outils. J'ai du mal à voir un cas où vraiment vous avez besoin des deux outils. Ok, merci pour ton retour. Je prends une question de Dani qui dit, est-ce qu'avec Asana, on peut tenir des réunions? Oui, alors c'est ce que je disais. Pour moi, c'est un très bon outil puisqu'en fait, vous pouvez, imaginons qu'on a une réunion vendredi prochain. Je crée un projet pour la réunion. J'invite dans ce projet les personnes qui vont participer à la réunion. Je les incite à créer une tâche par ordre du jour qu'elles voudraient traiter. Et en fait, vous arrivez vendredi à votre réunion, vous avez déjà un ordre du jour qui a été coécrit par tous les participants, qui du coup ont pu également entre-temps voir les sujets des autres et les affiner. Et en fait, le jour de la réunion, vous déroulez votre projet point par point dans l'ordre du jour. Et toutes les discussions vont donner lieu à des tâches qu'il est très important de créer tout de suite dans la réunion. Et pour ces tâches-là, de décider tout de suite qui va les réaliser et à quelle date. Pour éviter ce que je disais, ce syndrome de on sort de réunion, on ne sait pas trop qui doit faire quoi et à quelle date, on est obligé de se reparler pour définir les dates. Donc, c'est vraiment très, très important de l'utiliser en réunion, vous projetez sur l'écran, vous partagez votre écran avec le projet de la réunion en question et vous créez les tâches à la volée pour que les gens savent exactement ce qu'ils doivent faire à la sortie de cette réunion. Ok, merci pour ça. Christophe qui nous pose une question, il dit concrètement, à quel moment est atteinte la limite de la version gratuite et le passage incontournable à la version payante? Alors toi, tout à l'heure, Guillaume, tu me parlais de 10 personnes en gratuit. Moi, j'avais 15 en tête dans les équipes. Oui, peut-être je me trompe, c'est Okay. De mémoire. Donc, en tout cas, Alors, jusqu'à 10 ou 15, on peut faire utiliser beaucoup de fonctionnalités gratuitement. Ouais, c'est ça. En dessous de 15 personnes, on peut utiliser beaucoup de fonctionnalités gratuitement. Les choses que vous n'aurez pas, c'est donc les champs personnalisés, la vue diagramme de Gantt, les dates de début sur les tâches, vous n'aurez que les dates de fin. Il y a des autres fonctionnalités dont je n'ai pas parlé, auxquelles vous n'aurez pas accès. On peut commencer avec la version gratuite, vous pouvez faire un certain nombre de choses, mais après, il faut vraiment se poser la question quand vous commencez à avoir des processus un peu plus costauds, et notamment ce besoin pour les champs personnalisés, pour rajouter des informations sur les tâches, ça me paraît important de passer à la partie payante, même si en gratuit, on arrive à faire des choses un petit peu similaires. Si je peux rajouter quelque chose, pour moi, il y a une fonctionnalité qui me donnerait envie de passer à la version payante, c'est les droits de modification des tâches. Si je ne me trompe pas, dans la version gratuite, tout le monde peut modifier les tâches de tout le monde. Et du coup, moi, j'ai vécu l'expérience où parfois quelqu'un, par inadvertance, modifie des tâches et on ne sait plus qui l'a fait. Donc, peut-être que tu peux dire un mot là-dessus. Ouais, alors en payant, il y a ce qu'on appelle les projets à commentaires. Alors, je ne sais plus comment c'est dit en français, c'est à commentaires seulement, sur lesquels certaines personnes peuvent être mis comme ayant seulement le droit de commenter et ne pas changer des choses. C'est peut-être une chose à laquelle tu fais référence. Après, ce qu'on voit sur mon écran, là, la partie activité, normalement, vous donne l'historique de ce qui se passe. Ouais. Et du coup, vous êtes en mesure un peu de remonter le fil. Mais c'est la limite de la transparence et de l'ouverture, c'est que donner l'accès à tout le monde, c'est pratique, mais effectivement, d'un certain côté, il peut se passer des choses. C'est comme quand vous donnez accès aux gens à votre Google Drive, ils peuvent supprimer les documents, effectivement. Ça peut arriver. On essaie de se dire on essaie de trouver des manières, ou en tout cas d'éduquer les gens pour que ça ne se passe pas comme ça. Après, il y a des solutions de backup, de sauvegarde d'Asana qui existent en externe. Vous pourriez backuper régulièrement vos données si vraiment vous avez peur qu'il se passe certaines choses. Dans Asana, l'idée, même si c'est la transparence par défaut, l'idée, c'est quand même d'inviter les gens sur des choses qui les concernent, sur lesquelles ils seront amenés à travailler. Vous pouvez, par exemple, avoir une équipe dans Asana dédiée aux ressources humaines qui est complètement privée, dans lesquelles vous n'avez pas toutes les personnes qui ne sont pas concernées par les ressources humaines. Donc, c'est quand même une bonne idée de segmenter un peu les droits et les permissions des personnes. Ok. Je vais prendre un message de Romain qui est assez long, donc je vais lire tout son message. Il dit « Perso, je suis très intéressé par cet outil que j'ai commencé à explorer. Juste une question, est-ce qu'il apporte réellement une plus-value en termes de gestion du temps, coordination ?
entre l'apprentissage du logiciel, les formations des équipes, la mise à jour des différentes tâches, l'évolution des activités du contexte. Il dit, dans notre cas, je ne suis pas le seul sur cette conférence, mais on gère des aires protégées et on met en œuvre des plans de travail annuels avec un volume conséquent et très important d'activités à mettre en œuvre, de collaborateurs, etc. Combien d'heures de formation faut-il prévoir pour que l'organisation soit rodée au logiciel? Et deuxième question en passant, ce logiciel fonctionne-t-il correctement dans des zones à connexion Internet très limitée? Donc, je pense que la question, c'est sur la charge de passer à… Je vais commencer par la dernière. Je ne sais pas. Je suis rarement en zone de connexion limitée, donc je ne sais pas. C'est une question à poser sur le forum. Le logiciel, depuis quelque temps, est fait pour garder en mémoire ce qui a été fait lors d'une perte de connexion et le réappliquer lorsque la connexion revient. Ça peut suffire. Moi, j'ai un petit complément. Vas-y, je t'en prie. Ouais. Moi, l'astuce que j'ai trouvée, c'est d'avoir l'application sur son smartphone. Oui. Parce que du coup, on peut utiliser le même sur l'ordinateur ou télécharger une application dédiée sur son smartphone. Et l'application sur le smartphone fonctionne hors ligne, en partie. Oui, ça marche, exactement. Voilà. Et pour la première partie sur la charge, moi, ce que j'observe, en fait, ça dépend de la taille de l'organisation, du nombre de processus, mais ça dépend aussi de l'expert interne que vous désignez. Si l'expert interne, c'est une personne qui a très peu d'expérience dans les logiciels et dans l'informatique en général, ça va être plus long. Si c'est une personne qui est très aguerrie, en 2 heures, il est formé à toutes les fonctionnalités principales d'Asana et on peut imaginer qu'il est autonome pour ensuite prendre la suite et former les autres. Peut-être qu'il faut imaginer 1 heure ou 2 de plus pour regarder certains processus en particulier, pour vraiment lui donner ces petites informations qui lui manqueraient pour que le processus soit adapté dès maintenant à une montée en charge. Mais en 2-3 heures maximum, vous pouvez former tout le monde aux principales fonctionnalités d'Asana. Et je pense qu'il y a quand même un gain de temps. Quand je vois que les réponses principales, c'est on utilise un Excel. Alors, je pense que c'est assez limité. Ah oui, tous les gens n'ont peut-être pas les résultats. Je vois que 44% des gens utilisent Excel pour la gestion de projet. C'est assez limité. Je pense Excel, vous ne pouvez pas vraiment avoir des discussions dans Excel. Vous ne pouvez pas mettre des pièces jointes dans Excel. Vous n'avez pas ce système de notification. Donc, je pense qu'on peut arriver rapidement aux limites d'Excel et qu'un outil comme Asana peut donner un peu plus de clarté et de visibilité aux gens et simplifier le travail au quotidien. Donner plus de fluidité en fait dans les échanges. Alors justement, tu as parlé de notifications, là tu parles d'email. Je pense qu'il y a un changement de paradigme, peut-être j'utilise un grand mot, mais je pense que c'est vraiment une approche assez différente de ce que tu as dit. On peut éliminer les emails pour passer à 100% dans le logiciel. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que je sais que quand on passe sur ce genre de logiciel, du coup, on se retrouve à avoir plein d'emails, de notifications. On ne sait plus si l'information elle est du côté d'Asana, s'il faut écrire des emails. C'est un peu redondant. Est-ce que tu as un retour à nous dire? Dans Asana, vous avez une partie qui s'appelle la inbox, la boîte de réception, où vous allez avoir toutes vos notifications, Asana directement à l'intérieur. Par défaut, Asana va continuer à vous envoyer des mails. Il va écrire les mêmes informations dans la inbox. Donc, l'idée, c'est de désactiver les notifs mails et en fait de garder Asana ouvert toute la journée ou de l'ouvrir régulièrement pour regarder les notifications. L'avantage de cette inbox, c'est que les notifications vont être regroupées. Si par exemple, sur une tâche comme celle que j'ai à l'écran, vous avez 3 personnes différentes qui vont commenter, suivant le moment auquel elles le font, vous allez recevoir 3 emails. Mais par contre, dans votre inbox, tout ça va être regroupé sous forme d'une seule notification. Et si vous cliquez sur cette notification, la tâche va directement s'ouvrir à côté. Alors que dans le cas de l'email, il va falloir ouvrir Asana, charger la tâche. Ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc ça, c'est la première chose. Désactiver les mails et passer 100% dans Asana. Et après, il y a aussi comprendre que une question que vous auriez envoyée par mail, en fait, vous pouvez très bien créer une tâche dédiée dans Asana et commenter sur cette tâche à destination de la personne à qui vous vouliez envoyer un mail à la base.
Du coup, la personne, elle va être en mesure de s'assigner la tâche, de lui mettre une date d'échéance si elle n'a pas besoin d'y répondre tout de suite, mais dans plusieurs jours. Elle va pouvoir prioriser les réponses aux emails en même temps que les projets sur lesquels elle travaille. Parce que le risque, c'est que là, si vous travaillez beaucoup avec Excel, vous avez une partie des tâches des gens qui sont dans Excel. Vous avez aussi beaucoup de choses qui sont demandées dans les emails. Donc, en fait, vous avez des priorités à 2 endroits différents. Vous allez avoir du mal à les mettre ensemble et surtout à les prioriser. Et donc, les gens vont devoir jongler avec 2 emails et prendre dans l'ordre un peu qui leur chante. Alors que si vous avez tout dans Asana et que vous n'avez plus d'emails en interne, vous avez tout sur le même outil et vous pouvez en fait organiser, prioriser votre journée tout au même endroit et donc gagner du temps. Merci. Alors, je vois qu'il y a quand même parmi les participants des personnes qui ont une expérience avec Asana. Je vois que Idriss a l'air d'utiliser l'outil. Est-ce que Idriss, tu voudrais partager un peu avec nous ton expérience, savoir comment tu l'utilises? Je t'ai ouvert le micro là. On t'écoute. Ok, merci. Bonjour à tous. J'ai une petite expérience avec Asana parce que nous sommes de plus en plus encouragés à migrer vers Asana et d'utiliser moins de mails pour une bonne traçabilité. Alors, j'avais répondu par rapport à celui… Tu travailles Je travaille pour WCS. WCS. Pour WCS en RDC. Très bien, merci. En RDC. Ouais. Et je suis plus précisément dans la réserve de Fauna Okapi. Alors, j'avais répondu par rapport à un ami qui avait posé la question, si une activité n'est pas réalisée, qu'est-ce que ça devient? Et je voulais d'abord lui dire, un jour avant, Asana va lui envoyer des mails pour lui dire que telle tâche, sa date limite, c'est demain. Si la date limite est aujourd'hui, ça va lui envoyer aussi des mails pour lui dire que la date limite pour cette tâche, c'est aujourd'hui. Et directement, vous allez voir la date, le due date va changer en rouge. Donc, on va changer en rouge pour lui dire que c'est déjà passé. Donc, c'est déjà une forme d'alerte pour te dire que la date de réalisation de cette tâche est déjà passée. Mais d'une manière générale, moi, je trouve que Asana, c'est un très bon outil. Et avant, j'hésitais un peu de l'utiliser, mais récemment, j'ai commencé à plus l'utiliser et ça me permet de suivre un peu toutes les tâches que j'ai et d'avancer un peu plus vite sur mes projets. Surtout lorsqu'on a plusieurs projets à gérer en tant que responsable. Pour rebondir sur ce que vous avez dit, effectivement, dans la vue personnelle de vos tâches, vous avez de base un découpage aujourd'hui, bientôt et plus tard. Et effectivement, les tâches vont automatiquement remonter d'une section à l'autre en fonction de la date d'échéance. Donc, si la tâche était placée dans plus tard, 7 jours avant la date d'échéance, elle va remonter dans bientôt. Et le jour de l'échéance, elle va remonter dans aujourd'hui, vous permettant en fait de travailler vraiment sur les choses qui sont à faire le plus vite possible. Merci Idriss, merci Bastien pour le complément. Idriss, moi j'ai encore une question. Je voulais savoir comment s'est fait justement le passage dans Asana. Est-ce que vous l'utilisez juste pour des tâches personnelles à 1 ou 2 personnes ou c'est toute l'organisation qui est passée dans Asana et maintenant c'est tout WCS qui est passé dans Asana? Alors, je te rouvre le micro. On t'écoute. Bon, pour le moment, c'est un conseil pour toute l'organisation. Nous ne sommes pas encore tous passés vers Asana, mais nous sommes dans le processus. Donc, nous sommes encouragés d'utiliser plus Asana. Donc, d'une manière générale, beaucoup de gens dans notre organisation utilisent déjà Asana. Et plus particulièrement dans des cadres de projets, tous les gens qui sont impliqués dans les projets, par exemple, le programme SWIM, tous les gens qui sont qui sont impliqués dans le programme SWIM, ils ont accès à Asana et nous utilisons plus Asana. Voilà un peu d'une manière générale.
Ok. Merci pour ce partage. S'il y a d'autres personnes qui ont peut-être un retour d'expérience ou des questions, qui ont essayé Asana et qui ont peut-être rencontré des difficultés ou qui veulent nous partager comment Asana peut fonctionner dans le milieu du développement, justement avec ces questions soit de connexion. Est-ce que c'est lourd à mettre en place? Parce que moi, c'est un peu une des craintes. Pour faire un petit retour d'expérience, quand on veut essayer un outil comme ça, on essaye de s'y mettre, puis ça devient, à un moment, on fait plein de tâches et ça devient un peu gigantesque et on s'y perd un petit peu. Et au début, ce qui devait nous aider, parce qu'au début, on trouvait ça bien d'avoir quelques tâches, quand ça commence à devenir un peu trop gros, un peu désordonné, finalement, on commence à moins utiliser l'outil et parfois on le laisse, on finit par l'abandonner parce que finalement, on ne gagne plus de temps. Faut arriver, en fait, dans ce cas-là, il faut arriver à identifier pourquoi les choses ont dérapé. Et souvent, c'est les mêmes raisons. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes collaborateur sur trop de tâches ou trop de projets dans lesquels vous n'êtes plus impliqué et vous continuez à être notifié. Donc là, la bonne pratique, en fait, c'est de quitter les conversations. On n'est pas habitué à faire ça parce qu'on a été habitué avec les mails à être inclus dans des chaînes de mails et on ne peut pas en partir. Alors qu'avec Asana, vous pouvez partir. Donc en fait, si on a demandé votre avis sur une tâche, que vous êtes venu, vous avez donné votre avis, la bonne pratique, c'est de partir ensuite pour ne plus être notifié de la suite de la discussion. Donc un des problèmes que je vois moi, c'est effectivement le nombre de notifs qui augmente parce que les gens suivent de plus en plus de choses sans en partir. Et après, il y a aussi les bonnes pratiques qui ne sont pas forcément respectées. Des tâches qui sont assignées à des gens, mais ce n'est pas vraiment cette personne-là qui doit faire le travail. Donc, les gens, en fait, se retrouvent à gérer une liste de tâches personnelles dont une partie est pour eux, mais une partie, ce n'est pas vraiment eux qui font le travail. Et du coup, ça devient très compliqué pour eux de comprendre ce qu'ils doivent faire et ça devient ingérable au quotidien. Donc, il y a plein de bonnes pratiques à vérifier pour voir pourquoi il y a eu cette explosion de notifs et pourquoi les choses, en fait, sont parties en vrille. Et on les trouve où, ces bonnes pratiques? Sur Internet, dans les bouquins. Ouais. Soit il faut un audit pour que quelqu'un regarde dans votre cas pourquoi, sinon faut lire le contenu autour d'Asana et ce qui existe. Ok, merci. Je vais donner la parole un petit peu à Delphin qui a levé la main, qui a alors peut-être une question ou un témoignage. Voilà, j'ai réactivé ton micro, tu peux parler, Delphin. Non, je voulais poser une question à Bastia. Je voulais savoir si est-ce qu'il faut mettre toutes les tâches dans Asana ou juste des tâches importantes ou des tâches principales. Est-ce qu'il faut détailler tout dans Asana, ce qu'on peut faire ou ce qu'on doit faire? Merci. Alors, pour moi, vous pouvez mettre… en fait, ça dépend de la granularité que vous voulez. L'idéal, c'est de mettre un maximum de tâches. Après, je ne l'ai pas montré, mais chaque tâche peut avoir des sous-tâches. Donc, par exemple, si vous regardez mon écran, la tâche, c'est proposer 3 idées de conférence. C'est assigné à Marielle. Marielle, elle peut créer des sous-tâches. Elle peut lister en sous-tâches les différentes étapes qui vont l'amener à réaliser cette tâche-là. Par exemple, lire tel blog, appeler telle personne pour lui demander des idées, organiser une réunion. Donc, elle peut découper son travail personnel dans Asana ou sur un papier si elle préfère vraiment le papier. Mais toutes les tâches qui vont être importantes pour donner du reporting aux autres et montrer l'avancement devraient être dans Asana, selon moi. Et après, moi, je vous incite vraiment à l'utiliser à titre personnel. Quand on vous assigne quelque chose, utilisez le même outil pour découper cette chose qu'on vous a assignée avec vos propres tâches personnelles. Une question de Simba qui dit, mais alors c'est un outil seulement pour ceux qui ont la maîtrise technique. Alors, alors toi, Bastien, tu es un pro, évidemment, mais est-ce que tu as un retour d'expérience sur la difficulté technique
pour s'emparer de ce logiciel. Ou peut-être s'il y a d'autres personnes qui ne sont pas des pros comme Bastien et qui du coup ont peut-être peuvent partager leurs difficultés de s'approprier cet outil ou au contraire leur facilité de s'approprier cet outil. Il y a Moïse qui a levé la main. Alors, on va… Est-ce que Moïse… Hop, je t'ai ouvert le micro, Moïse. Tu peux faire un témoignage si tu veux ou poser une question. Oui, merci Guillaume. Merci aussi à Bastien pour la présentation. En fait, je voulais rebondir sur la question de Delphin, mais j'avais aussi suivi dans la présentation de Bastien qu'il y avait des tâches et des assignations, des sous-tâches. Donc, on peut découpler une tâche en sous-tâches. Alors, ma question est de savoir, est-ce que les sous-tâches peuvent aussi être attribuées à une autre personne? Donc, s'il y a une tâche principale qui est attribuée à Delphin, est-ce que la sous-tâche peut être attribuée à Moïse? Oui, c'est ça, oui, complètement. Une sous-tâche est une tâche. Elle a toutes les composantes d'une tâche. Donc, ce que vous voyez à l'écran, à mon écran, pourrait très bien être une sous-tâche. Vous avez toutes les mêmes fonctionnalités qui sont rattachées aux sous-tâches. Donc, vous pouvez effectivement assigner les sous-tâches à différentes personnes. Après, techniquement, les sous-tâches, elles ont un certain nombre de limitations. Je n'entrerai pas dans les détails ici, mais les sous-tâches ne sont pas adaptées à tous les cas d'usage. Il est également possible d'avoir des sous-tâches sur les sous-tâches. Sur les sous-tâches, vous pouvez avoir un nombre très profond une profondeur importante. Je ne le conseille pas, mais effectivement, un premier niveau de sous-tâche qui est assigné à des gens, c'est tout à fait possible. Nadira… Juste pour revenir sur ce que tu disais, Guillaume, il faut bien différencier une personne lambda, entre guillemets, qui va utiliser l'outil et la personne qui va designer le système, mettre en place les projets, choisir la bonne structure, mettre en place les bons champs, où là, effectivement, elle a besoin d'une connaissance un peu technique et de comprendre comment fonctionne l'outil. Mais une fois que tout est bien installé, finalement, une personne, elle va recevoir quelques tâches sur lesquelles on va l'assigner, elle va devoir faire le travail demandé, dire en commentaire qu'elle a fait, et ça peut se limiter à ça, en fait. Ouais, je pense que c'est super important ce que tu dis parce que effectivement, le fait de réfléchir comment va être structuré le projet, combien il va y avoir de tâches, quels sont les champs personnalisés qu'on peut utiliser, le nombre de projets, etc. Tout ça, ça peut être assez complexe à mettre en place et j'imagine que ça demande une bonne connaissance de l'outil, mais aussi des workflows, de la manière dont fonctionne son équipe, de bien connaître son équipe et le niveau technique de l'équipe. Mais ce que tu dis, c'est qu'à l'utilisation au quotidien, c'est plutôt simple. Si on a l'application sur le téléphone, on peut tout simplement recevoir une notification qui dit « il y a ça à faire aujourd'hui » et cliquer en disant « ok, je l'ai fait » et poser une question en ligne. Ouais. Ok. Combien de temps il nous reste? Il nous reste 2 minutes. Est-ce que je regarde un petit peu s'il y a encore des questions dans le groupe ou si quelqu'un veut poser une dernière question. Idriss qui dit Microsoft Project a d'autres fonctionnalités plus performantes, surtout pour ce qui est de la budgétisation et la gestion de coûts de projet. Tout ce qui est… Alors, je connais pas très bien Microsoft Project, mais effectivement, en termes de reporting, Asana n'est pas encore très bon. Vous avez des outils externes qui permettent de faire du reporting ou du dashboarding en utilisant les données d'Asana. Mais effectivement, un suivi précis des coûts, des marges et toutes ces choses-là, ça va être plutôt compliqué dans Asana sans mettre en place des outils externes. C'est ça. Mais sauf si je me trompe, je pense que Microsoft Project est beaucoup plus cher. Mais je peux me tromper. Il nous reste une petite minute. Idriss, je prends juste un commentaire rapide peut-être pour conclure. On t'écoute. Poser la question entre les deux, sur les deux logiciels, mais je pense que Asana est plus facile à l'utiliser, mais Microsoft Project a d'autres fonctionnalités plus performantes qu'Asana. Donc,
il y a des bons de tous les côtés, il y a des facilités. Comme vous avez dit aussi, Microsoft est un peu plus cher, ce n'est pas accès à tout le monde. Et ça demande un bon moment pour l'apprentissage. C'est un peu plus complexe pour l'utiliser. Oui, sûrement. Merci pour ce témoignage, Idriss. Effectivement, il existe plein de solutions. J'avais parlé précédemment de Trello sur une autre conférence. Aujourd'hui, on a vu Asana. Il y a d'autres logiciels avec des avantages et des inconvénients. Peut-être une des choses que je retiens, moi, c'est qu'il faut le process que tu as proposé, Bastien, pour rentrer dans Asana et penser, voilà, y aller petit à petit, se former. Ça, je trouve ça intéressant, quel que soit le logiciel finalement qu'on veut utiliser. Bastien, est-ce que tu as une actualité ou quelque chose que tu veux partager avec nous? Tu as partagé, je crois, quelques trucs en ligne. Oui, sur mon site, il y a l'actualité. Donc, je suis très présent sur le forum. Donc, si vous avez des questions, vous avez le forum Asana. Disponible par mail. Je vous remets mon mail ici. Si vous avez besoin d'aide, que vous voulez discuter d'une prestation de formation, de choses comme ça. Et puis, voilà, n'hésitez pas. Si vous travaillez qu'avec Excel, effectivement, je pense que ça peut vous faire du bien et vous faire gagner du temps et gagner en efficacité que de passer sur un outil comme Asana. Très bien. Eh bien, écoute, je te remercie, Bastien, d'avoir lancé la journée là-dessus. J'ai vraiment apprécié la clarté de tes explications. C'était très instructif. Maintenant, je vous propose on va passer à la prochaine conférence d'ici un quart d'heure où on va parler de facilitation et d'outils pour animer, faciliter les réunions. Merci Bastien, merci à tout le monde et je vous dis dans un quart d'heure pour ceux qui nous suivent dans la prochaine conférence. Au revoir à tout le monde. Merci, à bientôt. Avec plaisir.